La moto de Julien eut un soubresaut soudain, la roue arrière bloquée, et il écrasa ses paumes couvertes de graisse contre ses vieux jeans élimés. Depuis Dolores Hidalgo, le moteur toussait, grésillait, et maintenant, en plein désert, il avait rendu l'âme pour de bon. Le soleil frappait sans pitié cette route poussiéreuse qui serpente vers Guanajuato. Aucun arbre pour offrir de l'ombre à l'horizon, seulement des cactus desséchés, des rochers rugueux et cette chaleur étouffante qui lui brûlait le crâne. La moto était définitivement hors service. Soudain, une voix aiguë le fit sursauter. Une fillette frêle, sans doute âgée de 7 ans à peine, se tenait à quelques mètres de lui. Son visage était couvert de poussière, ses cheveux emmêlés formaient une crinière noire désordonnée, et sa chemise autrefois blanche avait viré à un gris sale. Dans ses mains, elle tenait ce qui ressemblait à une clé en fer bricolée à partir de morceaux de tôle. « Oui, Mija, répondit-il, surpris, que fais-tu là toute seule, au milieu de nulle part ?» La petite haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je vis par là-bas, dit-elle en pointant du doigt vers un groupe de toits de tôle au loin. Puis, offrant un léger sourire, elle ajouta presque innocemment. « Vous voulez que je la regarde, votre moto, sonore ?» Julien retint un rire incrédule. Une gamine de 7 ans capable de réparer un bolide comme celui-ci? Et pourtant, quelque chose dans son regard lui fit hésiter. Ses yeux, d'un noir profond, n'étaient pas ceux d'une enfant ordinaire, ils avaient déjà vu trop de choses, pensa-t-il. Il s'accroupit, stupéfait, à ses côtés. Ses petites mains tâtonnèrent parmi les câbles et les boulons avec une assurance étonnante, comme si elle savait exactement où chercher la panne. « Voilà où est le problème, » murmura-t-elle en pointant la bougie, tout encrassée de suie. Julien se pencha davantage pour mieux voir. À ce moment, son regard tomba sur le poignet fin de la fillette. Une lumière glaciale lui parcourut l'échine. Là, étincelante sous le soleil, brillait une manchette en argent ornée de 3 petites fleurs gravées, exactement la même que celle qu'il avait offerte à Carmen, le jour de leur mariage, et qu'elle portait lorsqu'elle avait disparu, 7 ans plus tôt. « D'où tiens-tu ce bracelet » balbutia-t-il, le cœur battant. La fillette leva sa main sale et contempla la parure comme si elle la découvrait pour la première fois. « Ma mère me l'a donné, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus normale. « Ta mère » demanda-t-il, la voix étranglée. « Comment s'appelait-elle » Elle s'appelait Carmen, dit la petite d'une voix calme. « Mais elle est morte. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de poing. Son souffle se coupa un instant. « Quand est-elle morte » Il y a environ 2 ans, expliqua-t-elle. Elle est tombée malade des poumons. La fillette poursuivit ses gestes avec la même concentration qu'avant, mais Julien ne pouvait plus se concentrer sur la mécanique. Ses traits, ses yeux, la façon dont elle fronçait les sourcils. Tout chez elle évoquait le visage de Carmen. « Comment t'appelles-tu » finit-il par demander. « Dahlia » répondit la fillette. « Et toi, Dahlia, tu n'as pas de nom de famille » Elle leva les épaules, détournant légèrement le regard. Donia Ramira dit que le nom de famille ne sert à rien si on n'a pas de père. Chaque mot était une nouvelle gifle pour Julien. Il étudia plus attentivement le visage de Dahlia, ses yeux en amande, l'arête de son nez, la courbe de ses lèvres. À mesure qu'il fixait cet enfant, il sentait la vérité s'imposer à lui, elle était sa fille. Tout s'accordait, l'âge, le bracelet, le regard, le silence de Carmen lorsqu'elle était partie sans explication. D'un geste, Dahlia remit la bougie à sa place, comme si cette révélation ne l'affectait pas le moins du monde. « Il faut juste la nettoyer, dit-elle. Vous avez un chiffon » Sans réfléchir, Julien tendit son vieux mouchoir de coton. La fillette essuya soigneusement la bougie, la remonta délicatement, puis se redressa. « Essayez maintenant, sonore. » Julien actionna le démarreur, à sa grande surprise, la moto se mit à vrombir immédiatement. Il ne put s'empêcher de sourire, ébahi. « Tu es vraiment douée, Dahlia, » murmura-t-il. Elle baissa les yeux, comme gênée d'avoir reçu un compliment. « Donia Ramira me met à réparer des trucs, » expliqua-t-elle simplement. « Elle dit que je dois gagner ma nourriture. » Le cœur de Julien se serra. Un enfant de 7 ans obligé de travailler pour manger, c'était insupportable. Il tenta de se redresser, de chasser la poussière qui collait à ses jambes. « Ta grand-mère s'appelle Donia Ramira, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Non. Elle ne fait que me garder » corrigea Dahlia. « Enfin, c'est plutôt moi qui m'occupe d'elle, je fais le ménage, la cuisine et tout ça. »
Dahlia écarta les jambes, balaya la poussière de ses chaussures, et fit un pas en arrière, prête à repartir. « Je m'en vais, dit-elle d'une voix ferme. Julien se redressa, déterminé, il ne pouvait pas la laisser partir ainsi, après avoir découvert la vérité. « Laisse-moi te ramener chez toi, proposa-t-il. Ta maison n'est pas loin. Tu n'as qu'à marcher. » Dahlia hésita un instant, mais grimpa finalement derrière lui sur la selle, enroulant ses bras maigres autour de sa taille. « Vers là-bas, dit-elle en pointant vers les toits de tôle. Tandis qu'il roulait lentement sur ce chemin de terre sinueux, Julien sentait le poids de Dahlia appuyé contre son dos, et la lueur de son bracelet argenté lui lançait des éclairs dans le cœur. Son monde venait de basculer, et il ignorait encore comment apprivoiser cette nouvelle réalité. La maison de Donia Ramira n'était qu'un hangar de tôle, aux murs bâtis à moitié en briques. Un mélange d'humidité glacée et d'odeurs âcres de nourriture rance envahissait l'air. Julien demeura assis sur la moto tandis que Dahlia frappa à la porte défoncée. « Où étais-tu passé, esquincla » gronda une voix rauque depuis l'intérieur. Une femme grosse et d'apparence rude glissa ses mains grasses dans ses tongs pour venir ouvrir. Ses cheveux, repros de saleté, étaient attachés en une simple queue, et sa chemise portait des taches de graisse. « J'aidais un sonore avec sa moto, dit Dahlia, baissant la tête. « Et tu as fait payer » s'enquit la femme, la voix pleine de mépris. « Non, Donia, murmura la fillette. Donia Ramira abaissa la main et asséna un coup sec sur le sommet de la tête de Dahlia. « Pends déjà. Pourquoi est-ce que tu serres, alors » crie-t-elle. Le sang de Julien monta à la tête. Sans réfléchir davantage, il quitta la selle, serra les poings et s'avança vers les deux femmes. « Excusez-moi, madame, intervint-il, je suis celui qui avait le problème de la moto. Cet enfant m'a réellement aidé. » Donia Ramira haussa le menton et l'examina des pieds à la tête. Ses yeux s'illuminèrent en apercevant la Harley Davidson et les vêtements de marque de Julien. « Oh, alors la gamine s'y connaît, dit-elle en désignant Dahlia du regard. C'est moi qui lui ai appris. » Dahlia fit un pas en arrière, voix basse mais déterminée. « C'est un mensonge, souffla-t-elle assez fort pour que seul Julien l'entende. Julien sortit son portefeuille et demanda à Donia Ramira. « Que dois-je pour son travail » 200 pesos, répondit-elle, sans lever les yeux, mais avec un petit sourire carnassier. Il lui tendit 500 pesos sans discuter. Donia Ramira s'empara du billet, dévoilant une dentition noircie, et déclara. « Merci, Jeff. Maintenant, Dahlia, va dire au revoir à ce sonore et file faire le ménage. » Julien resta figé, observant la petite rejoindre ce qu'il était déjà convaincu être une vie misérable et sans avenir. L'intérieur du hangar sentait les urines séchées et l'abandon total. « Vous voulez autre chose » demanda-t-elle ensuite, d'un ton embarrassé. « Dahlia est ma petite fille. » Il secoua doucement la tête, l'âme en miettes. « Non, madame. Elle est la fille d'une amie d'enfance, qui est morte. Je l'ai recueillie par pure pitié. Maintenant, elle est assez grande pour aider dans la maison. » Chaque mot de cette femme résonna comme une insulte cruelle. Une fillette de 7 ans n'a pas à servir de bonne à tout faire. Elle va à l'école ? Osa demander Julien. Pourquoi faire, répliqua Donia Ramira, les lèvres pincées. Avec ce qu'elle sait faire, c'est bien suffisant. Fait le ménage, cuisine, lave le linge, tout ça. C'est la main-d'œuvre parfaite, cette gamine. La colère et l'indignation jaillirent en lui comme un torrent incontrôlable. Il se hissa sur la moto sans dire un mot de plus, mais avant de partir, il s'écria à travers la poussière soulevée par ses roues. « Merci pour avoir réparé ma moto. » Dahlia parut à la petite fenêtre étroite, sa frimousse sale illuminée d'un mince sourire, puis Donia Ramira la tira violemment à l'intérieur. Tout le trajet pour rentrer à Guanajuato, Julien resta prostré dans ses pensées. Ce bracelet, ces yeux, cette phrase, ma mère me l'a donné. Rien n'était dû au hasard. Dahlia était bien sa fille, née de l'amour qu'il croyait depuis longtemps disparu à jamais. Il arriva chez lui juste avant minuit, mais le sommeil refusa de le gagner. Il resta assis dans la pénombre du salon, fixant désespérément la photo de Carmen, posée sur la table basse, un cliché pris une semaine avant sa disparition, où elle souriait, le bracelet argenté scintillant au poignet. Ses larmes jaillirent, pourquoi était-elle partie sans un mot? Pourquoi ne lui avait-elle jamais avoué qu'elle était enceinte? Dès l'aube, il prit son téléphone et appela son avocat, Roberto. « Et, Roberto,
j'aurais besoin d'un service, dit-il d'une voix tremblante. Je t'écoute, répondit l'homme. Je veux que tu fasses des recherches sur une petite fille, nommée Dahlia, qui vit chez une certaine Doña Ramira, dans la périphérie de Guanajuato. Je veux tout savoir sur sa mère, Carmen. C'est faisable, frérot. Laisse-moi 2 jours. Ça te va? Mais Julien ne pouvait pas attendre. Il raccrocha, le cœur battant, prit ses clés et repartit immédiatement vers le modeste hangar de tôle. Cette fois, il avait un plan précis en tête. À son arrivée, Doña Ramira le reconnut aussitôt et s'empressa de sortir, une lueur de cupidité dans le regard. « Oh, vous êtes de retour, dit-elle. C'est encore la moto? » « Non, je ne suis pas venu pour la moto cette fois, répliqua-t-il fermement. Elle l'invita à entrer, comme si elle attendait un client. De son côté, Dahlia apparut, tenant un verre d'eau à peine potable. Julien ignorait l'offrande et fixa la fillette avec une intensité nouvelle. « Je veux adopter Dahlia, annonça-t-il, sans détour. Un silence glacial tomba sur le hangar. Doña Ramira, pétrifiée, ouvrit la bouche en une moue indignée, tandis que Dahlia, les yeux grands ouverts, restait figée, ne sachant quoi répondre. Madame Ramira manqua s'étouffer avec sa propre salive lorsque Julien prononça ces mots. « Je veux garder la petite fille. »« Non, monsieur, répliqua-t-elle, elle est comme ma fille, je ne peux pas. » Sans un mot de plus, Julien sortit un paquet de billets, 10 000 pesos. Et j'oublie de signaler aux services sociaux qu'il y a une enfant qui travaille au lieu d'étudier. Les yeux de la femme se fixèrent aussitôt sur l'argent. Elle sentit le poids de la responsabilité l'envahir, incapable de décider sur le champ, c'est beaucoup pour moi de me prononcer. Julien posa alors une liasse supplémentaire sur la table, 15 000. Offre finale, précisa-t-il. Madame Ramira regarda Dahlia, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, écoutant chaque mot en silence, et toi, petite, qu'en penses-tu? Dahlia haussa simplement les épaules. Je ne sais pas, murmura Julien d'un ton convaincant. Ce serait mieux pour elle, elle pourrait aller à l'école, avoir une chambre à elle, être nourrie tous les jours. Avant que Julien ne change d'avis, la femme empoigna l'argent. Très bien, avoua-t-elle, mais sache, ma chérie, que tu auras toujours une maison ici. Dahlia acquiesça sans un mot. Elle rassembla ses affaires, réduites à ce qui tenait dans un sac à dos délabré, puis suivit Julien dehors. Tandis qu'il s'éloignait à moto, Julien sentit les petits bras de l'enfant autour de sa taille et se demanda, en silence, s'il faisait le bon choix. Le doute persistait, il n'était même pas certain qu'elle fût sa fille, et pourtant il ne pouvait pas la laisser dans cet endroit. Le premier pas était franchi, désormais, le chemin s'annonçait ardu. Julien conduisit Dahlia jusqu'à l'une de ses maisons à la périphérie de la ville. Ce n'était pas sa résidence principale, mais une maisonnette modeste qu'il utilisait lorsqu'il désirait se retrouver seul. 2 chambres, une cuisine rudimentaire et une cour arrière où se trouvait un atelier agrippé au mur, c'était là leur nouveau refuge. « Voici ta maison », déclara-t-il en ouvrant la porte. Dahlia entra à pas feutrés, scrutant chaque recoin comme si elle visitait un musée. Elle effleura la table de la cuisine de la pointe des doigts, jeta un œil à la pièce de vie, monta les escaliers pour admirer les chambres. « Tout ceci est à moi, à nous, ici, nous allons vivre tous les deux. » La fillette ne prononça pas un mot, mais Julien vit ses yeux s'embuer de larmes qu'elle s'efforça de retenir. Ce même après-midi, alors que Dahlia continuait d'explorer silencieusement chaque recoin de la maison, Julien profita de son sommeil, étendu sur le vieux canapé, pour couper une mèche de ses cheveux. Il la déposa précieusement dans une enveloppe et se rendit lui-même au laboratoire. « J'ai besoin que vous compariez cet échantillon à mon ADN, dit-il au technicien. « En combien de temps ?» demanda-t-il, anxieux. « 1 semaine au maximum. »« Je vous paie le double si j'ai le résultat en 3 jours, » insista Julien, déterminé. Dans l'attente, il entreprit sa propre enquête. Roberto, son avocat, lui avait déjà fourni quelques informations essentielles. Ta Carmen Delgado est morte il y a 2 ans à l'hôpital général, de pneumonie. Elle travaillait comme bonne chez une famille aisée du centre. Et l'enfant n'avait aucun père officiellement enregistré. Lorsqu'elle est décédée, une voisine l'avait gardée un temps avant de la confier à cette Doña Ramira. Julien se rendit dans le quartier pauvre où avait vécu Carmen, maison basse, rue non pavée, un coin oublié par la ville. Il interrogea la boutique du coin jusqu'à ce qu'une femme âgée lui confirme qu'elle avait bien connu Carmen, la pauvre, elle était d'une bonté rare, toujours en train de porter sa fille de biais, sans jamais se plaindre, mais on la voyait épuisée.
Elle mentionna le père de l'enfant, mais se raidit en le voyant approcher. « Qui êtes-vous » ? Un ami, je suis curieux de savoir ce qu'il s'est passé, répondit Julian, le cœur battant. Eh bien, Carmen parlait d'un certain Julian, mais jamais avec affection. Elle disait que c'était un salaud, il ne voulait rien savoir de l'enfant quand il a su qu'elle était enceinte. Ces motscisaillaient l'âme de Julian. Elle hurlait qu'elle était seule, que le bébé n'était pas à lui, et qu'il s'en aille, c'est pour ça qu'elle est venue vivre ici, pour s'éloigner de lui. Les souvenirs de ces derniers jours avec Carmen affluèrent dans son esprit, leurs disputes incessantes, alimentées par sa paranoïa, convaincue qu'elle le trompait à force de rentrer tard du travail, toujours pleine d'excuses. Une nuit, ivre et de mauvaise humeur, il l'avait mise au pied du mur avant qu'elle ne lui avoue qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle prononça ces mots simples et bouleversants, il explosa « Et comment je sais que c'est à moi ? Avec combien d'autres as-tu couché ?» Carmen, le visage blême, tenta de le raisonner « Tu me demandes vraiment ça ? Je suis fatiguée parce que je suis enceinte, espèce d'idiot. » Mais Julian refusa de l'entendre. Il hurla qu'elle n'avait qu'à partir avec le vrai père si le bébé n'était pas le sien. Elle quitta la maison cette même nuit, brisée. Le lendemain, il la chercha pour s'excuser, mais c'était trop tard, elle avait disparu. Détective privé, annonce dans les journaux, hôpitaux, tout fut fouillé, mais Carmen s'était volatilisée comme un songe. Au fil des mois, Julian s'était convaincu qu'elle l'avait trahi et s'était enfui. 7 ans avaient passé, et la vérité s'abattait sur lui comme une avalanche. Carmen avait bel et bien été enceinte de lui, forcée de grandir sans aide, elle avait élevé seule sa fille, travaillant comme domestique, puis avait succombé dans un hôpital public sans un sou en poche. « Vous allez bien, Sonore » demanda la voisine, inquiète, le tirant de son tourment. « Je suis Julian » parvint-il à articuler, les larmes coulant sans qu'il puisse s'arrêter. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Vous êtes le père de Dahlia. »« Je crois que oui, » murmura-t-il, brisé. « Dieu Tout-Puissant, Carmen disait toujours qu'un jour vous viendriez les chercher, mais que ce serait trop tard. » Trop tard, insista Julian, la gorge serrée. Parce qu'elle ne vous aurait jamais pardonné, et que la fillette grandirait en vous haïssant. Julian rentra chez lui le cœur en miettes. Il trouva Dahlia assise dans l'escalier, l'attendant, silencieuse. « Où es-tu allée ? » Acheter à manger, mentit-il, incapable d'avouer la vérité. « As-tu faim ?» Dahlia hocha la tête. Dans la cuisine, Julian lui prépara des quesadillas, et tous deux mangèrent en silence, la mine empreinte d'une émotion nouvelle. Il ne pouvait s'empêcher de l'observer, elle ressemblait trait pour trait à sa mère enfant, les mêmes yeux profonds, cette façon de manger lentement, presque comme si elle craignait qu'on lui retire son assiette. Sa fille, qu'il avait reniée, était morte en le haïssant, et maintenant il devait conquérir le cœur d'une enfant qui avait toujours cru qu'il était un salaud. Le lendemain matin, le téléphone sonna, c'était le laboratoire. Les résultats sont prêts, Sonore Santa Maria. Julian trembla en prenant l'enveloppe entre ses mains, la confirmation qu'il redoutait et attendait à la fois, 99,97% de probabilité que Dahlia soit sa fille. Les chiffres, posés sur le papier, lui semblaient faire office de verdict, mais il garda le silence, pas tout de suite. Les premiers jours furent étranges, Dahlia ne savait pas quoi faire de tout cet espace nouveau dans la maison. Elle restait blottie dans un coin du salon, serrant son vieux sac à dos, scrutant l'évidence de son salut avec la peur qu'un rêve s'évapore d'un instant à l'autre. « Ta chambre est à l'étage » lui indiqua-t-il dès son arrivée. À contre-cœur, elle monta les marches et découvrit un lit immaculé, drap frais, une garde-robe vide qui n'attendait que ses vêtements, une fenêtre donnant sur la cour. Pourtant, cette première nuit, elle alla dormir au sol du salon, utilisant son sac à dos comme oreiller. « Pourquoi tu ne dors pas dans ton lit » demanda alors Julian, inquiet. « Il est trop mou, je vais tomber malade. » Dahlia haussa une épaule. « J'ai passé 7 ans à m'endormir où je pouvais, un lit, c'est un luxe dont je ne sais pas quoi faire. » Le repas représentait un autre défi. Julian lui servait des assiettes généreuses, mais elle mangeait comme un oiseau. Dès qu'il avait le dos tourné, elle cachait des tortillas dans ses poches, du pain sous le matelas, des fruits dans son sac. « Tu n'as pas besoin de garder de la nourriture, » lui dit-il un matin quand il trouva une quesadilla glissée sous son oreiller. « Ici, il y en aura toujours. » Elle acquiesça, mais poursuivit malgré tout ses cachettes, ce réflexe s'avéra plus fort qu'elle. Même se laver fut une bataille quotidienne, Dahlia se rinçait en un éclair, à peine ses cheveux effleurés par l'eau. Quand Julian lui achetait un shampoing cher, elle le regardait comme s'il s'agissait d'un poison. « Pourquoi autant de savon » demanda-t-elle un jour. « Pour que ton cuir chevelu ne te gratte pas » répondit-il.
Moi, je n'ai jamais de démangeaison. C'était un mensonge, Julien l'avait vu se gratter quand elle croyait qu'il ne regardait pas. La question des vêtements ne fut pas plus simple, quand il souhaita lui acheter des habits neufs, elle refusa obstinément, elle préférait son vieux t-shirt sale et ses jeans troués. S'il insista, elle se vêtait des nouveaux pauvres morceaux par-dessus les anciens, comme un déguisement, ça ne me plaît pas. C'est trop propre. Ainsi commença pour eux un fragile apprentissage de la confiance, tandis que Julien devait racheter ses erreurs passées et que Dahlia apprenait, chaque jour un peu plus, à croire qu'un père pouvait lui offrir bien plus qu'une étreinte furtive. L'idée était là, mais on voyait bien qu'elle ne lui appartenait pas. Julien se sentit désemparé, incapable de trouver une réponse à cela. Dahlia pensait que les belles choses étaient réservées aux autres, elle se jugeait indigne de tout ce qu'il y avait de bon. Une semaine plus tard, Julien jugea qu'il devait partager un moment à deux, faire quelque chose de banal, de ce qu'on vit normalement entre un parent et son enfant. « Tu veux m'aider à nettoyer le cabanon ?» proposa Théil. Dahlia releva la tête de son assiette où elle remuait ses haricots sans les manger. « Pourquoi faire ? Ça sent la poussière. Il faut y retirer de vieux outils. » Pour la première fois, un éclat d'intérêt traversa son regard. « Quels outils ?» demanda-t-elle. « De tout, clés, tournevis, pièces de moto. » Les yeux de Dahlia s'illuminèrent légèrement. « Des motos. » Ils se dirigèrent vers le jardin. Le cabanon, un fouillis accumulé depuis 20 ans, débordait d'objets gardés, au cas où. Des cartons emplis de vis rouillées, des moteurs hors d'usage, des outils oubliés depuis la jeunesse de Julien. Dahlia entra à l'intérieur et commença à fouiller, comme si elle cherchait un trésor. Elle caressa délicatement chaque pièce, les essuyait, les plaçait contre la lumière pour en évaluer l'état. « Cette bielle est tordue, dit-elle en montrant une pièce de moteur. « Comment sais-tu que ça s'appelle une bielle ?» demanda Julien, surpris. « Les choses ont un nom. Si tu ignores comment elles s'appellent, tu ne peux pas les réparer. » C'était la phrase la plus longue qu'elle prononçait depuis son arrivée. Ils travaillèrent tout l'après-midi. Julien transportait les cartons lourds, tandis que Dahlia triait les pièces encore exploitables de celles qui ne l'étaient plus. Ils se salissaient, recouvraient leurs mains de poussière, transpirant sous le soleil. Lorsqu'ils découvrirent la vieille moto, Dahlia resta figée, la contemplant comme une apparition. « C'est la Yamaha » murmura-t-elle. « Oui, modèle 78. Je l'ai achetée quand j'avais ton âge, mais ne l'ai jamais remise en marche. » Dahlia s'approcha pour toucher le réservoir de carburant cabossé. « La roue arrière est voilée. Ça se répare. Tout peut se réparer. Il suffit de temps et de volonté. » Julien la regarda. Pour la première fois depuis longtemps, Dahlia esquissa un sourire, modeste, mais authentique. « Tu veux qu'on la répare ensemble ? Vraiment, je suis sérieux. » Dahlia acquiesça si vivement que ses cheveux sales rebondirent dans son visage. Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer la moto, éliminer la rouille, vérifier les pièces à remplacer. Ils parlaient peu, mais œuvraient en parfaite harmonie. Quand Dahlia ne parvenait pas à atteindre un objet, Julien le lui tendait, lorsqu'il demeurait perplexe devant un problème mécanique, elle lui expliquait avec précision. À la fin de la journée, ils se retrouvèrent tous les deux couverts de graisse et de boue, mais la moto paraissait déjà transformée. « On continue demain » déclara Julien. « Et demain aussi, et chaque jour si tu veux. » Cette nuit-là, pour la première fois, Dahlia s'endormit dans son lit, elle serrait encore son sac à dos contre elle, mais c'était un progrès. Julien resta éveillé, méditant sur son rôle de père. Il ne savait pas comment l'être, mais peut-être pouvait-il commencer par être son ami. 2 semaines s'écoulèrent depuis cette journée dans le cabanon. Dahlia ne dormait plus par terre, même si elle continuait de s'endormir avec son sac à dos comme un gilet de sauvetage. Elle avait commencé à mettre la table sans qu'on le lui demande, et quand Julien lui posait une question, elle répondait autre chose que par oui ou non. « Tu aimes le poulet comme ça ou un peu plus grillé ?» lui demanda-t-il un soir en cuisinant. « Comme ça, mais pas salé trop tôt. »« Qui t'a appris ça ? » ?»« Ma mère disait que si tu ajoutes le sel trop tôt, la viande durcit. » C'était la première fois qu'elle mentionnait Carmen sans qu'on l'ait interrogée. Julien eut la gorge nouée, mais continua de cuisiner sans rien laisser paraître. La moto était devenue leur projet commun. Chaque après-midi, dès que Julien rentrait de ses petits boulots, ils se retrouvaient dans le jardin. Dahlia s'était révélée meilleure mécanicienne que bien des adultes que connaissait Julien, ses mains menues se glissaient dans des recoins où les siennes ne passaient pas, et elle semblait instinctivement comprendre le fonctionnement des pièces. « Le carburateur est bouché » annonça-t-elle un jour,
après avoir examiné la moto pendant une demi-heure. Comment le sais-tu? Ça sent mauvais et quand j'essaie de bouger ce levier, ça bloque. Elle avait raison, le carburateur était obstrué par de la vieille crasse. Tout en travaillant, ils échangeaient sur de petits riens. Dalia racontait ce qu'elle apprenait auprès de Doña Ramira, mais évoquait sa vie d'avant comme s'il s'agissait d'un labeur et non d'une enfance heureuse. « Tu n'as jamais joué avec d'autres enfants ?» demanda un jour Julian. « Jouer comment? Je ne sais pas, courir, cache-cache, bille. » Je n'avais pas le temps, il fallait nettoyer, faire la lessive, préparer à manger. Et le soir, il y avait encore des choses à faire, et j'étais déjà épuisé. Julian comprit alors que Dalia ignorait tout de l'insouciance et de l'absence de responsabilité, elle avait été une adulte depuis qu'elle se souvenait. Une nuit, pendant le dîner, elle posa une question qui surprit Julian, « Vous allez partir un jour ?» Julian posa sa fourchette. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que tout le monde part. Ma mère est partie, la voisine qui me gardait aussi, et vous ne me connaissiez pas, ce n'est pas vrai. » « Non. Je ne fais rien par pitié. » Dalia le scruta, hésitante, comme pour décider si elle le croyait. « Alors pourquoi m'avez-vous amené ici ?» Julian inspira profondément. C'était le moment idéal pour lui dire la vérité, pour lui montrer le résultat des analyses et révéler qu'il était son père. Mais il s'arrêta. « Si je te le disais maintenant, ce serait parce que je veux être avec toi, non pas par obligation, mais parce que tu me plais énormément et que nous méritons tous une chance de bâtir une vie meilleure. Je t'aime beaucoup. » Dalia esquissa un demi-sourire, encore empreint d'inquiétude. « Et si je me comporte mal? Si je casse quelque chose, si je n'y arrive pas? Tu apprendras. Nous cassons tous des choses, nous faisons tous des erreurs. » Doña Ramira se fâchait beaucoup quand je cassais quelque chose. Moi, je ne suis pas Doña Ramira. Non, vous êtes plus grand, répondit Dalia, puis elle rit enfin, de cette façon spontanée, véritable. Le son de son rire ressemblait à une musique que Julian ne savait pas qu'il avait besoin d'entendre. Cette nuit-là, après que Dalia se fut couchée, Julian resta dans le salon à examiner les photos qu'il avait trouvées dans l'enveloppe posée sur son bureau. C'étaient les seuls objets de valeur que Dalia possédait, des photos de Carmen la portant quand elle était bébé, de Carmen lui apprenant à marcher, des clichés des deux en train de déguster un gâteau, probablement pour son 3e anniversaire. Sur chaque photo, Carmen paraissait épuisée mais heureuse, et Dalia était une fillette comme les autres, souriante, curieuse, sans la méfiance qui marquait maintenant son visage. Julian contempla son propre reflet dans la fenêtre. Dalia lui ressemblait. Carmen lui avait décrit quelque chose de lui lorsqu'il était trop petit pour s'en souvenir. Il s'endormit avec plus de questions que de réponses, mais, en repassant devant la chambre de Dalia pour s'assurer qu'elle était bien couverte, il la trouva endormie, son sac à dos serré contre elle, un petit sourire éclairant son visage. C'était la première fois qu'il la voyait sourire en dormant. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Dalia posa une nouvelle question inattendue, « Vous aviez un père ?» « Oui. Il est mort quand j'avais 15 ans. » « Était-il gentil avec vous ?» Julian pensa à son père, un homme rude, ouvrier d'usine, qui rentrait épuisé, souvent de mauvaise humeur, mais qui n'a jamais laissé manquer ni nourriture ni toit à sa famille. Parfois, il était difficile, mais il m'aimait à sa manière. Comment sait-on que quelqu'un t'aime? Cette question lui brisa le cœur, une fillette de 7 ans n'aurait jamais dû se la poser. On le sent parce qu'il se soucie de toi, parce qu'il veut que tu ailles bien, parce qu'il ne t'abandonne pas quand les choses se compliquent. Dalia hocha la tête, comme si elle mémorisait ses paroles. Et vous prenez soin de moi énormément. Vous ne partirez pas même si je me comporte mal. Je ne partirai pas, je te le promets. Pour la première fois depuis son arrivée, Dalia plongea son regard dans le sien et murmura, « D'accord. » Ce n'était pas que j'ai quelque chose à dissimuler, mais dans ce tiroir reposaient les photos de Carmen, celles que j'avais précieusement conservées pendant 7 ans, incapable de les jeter, mais aussi incapable de les contempler. Ce matin-là, j'étais parti tôt pour acheter des pièces pour la moto. À mon retour, j'ai trouvé la porte du bureau grande ouverte, et Dalia, immobile devant le bureau, serrant un cadre photo entre ses mains tremblantes. « C'est ma maman ?» demanda-t-elle sans oser me regarder. Resté figé dans l'encadrement de la porte, mon cœur battait si fort que j'aurais juré qu'elle l'entendait. « Oui » finis-je par répondre. Dalia posa un doigt hésitant sur la vitre du cadre, comme si elle pouvait toucher le visage de Carmen à travers le verre. « Elle est si belle ici. »
C'était la plus belle femme que j'ai connue. Je la connaissais depuis si longtemps. Je rejoignis la pièce, m'assis devant le bureau, tandis que Dahlia restait debout, serrant la photo contre sa poitrine. Nous avons été mariés pendant 5 ans. Mariés, vraiment mariés, avec église et robe blanche. Mariés. Les mots semblaient couler avec douleur. Elle digéra cette information en silence. Puis elle se tourna vers les autres clichés alignés sur l'étagère, Carmen riant sur la plage, Carmen en plein geste dans la cuisine de l'ancienne maison, Carmen endormie dans le canapé, un livre ouvert sur la poitrine. « Pourquoi avez-vous des photos de ma maman » demanda-t-elle enfin, d'une voix douce mais ferme. « Parce qu'elle a été la femme la plus importante de ma vie, plus qu'elle ne l'a jamais été pour ta maman, répondis-je avec un pincement au cœur. Ta maman était importante d'une autre manière, dit-elle, comme pour elle-même, scrutant les photos comme si elle cherchait à résoudre un mystère. Et pourquoi vous avez divorcé ? Nous ne sommes pas vraiment divorcés, murmurai-je en inspirant profondément. Elle est partie. Pourquoi, insista-t-elle, le regard perçant, ne tolérant ni mensonge ni demi-vérité. Je n'ai pu continuer à mentir, pas face à une question si directe. Parce que je n'ai pas cru ce qu'elle m'a dit de très important. Je l'ai cru en train de me tromper avec un autre homme, avouai-je, la gorge serrée. Les yeux de Dahlia, si semblables à ceux de Carmen, se posèrent sur moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'important ? Je baissai la tête, honteux. Elle m'a annoncé qu'elle allait avoir un bébé. Un bébé, dis-je, chaque mot résonnant lourdement. Je n'y ai pas cru. Dahlia reposa la photo sur le bureau et demeura silencieuse, comme absorbée par une réflexion intense. Puis elle chuchota, le bébé, c'était moi. Un autre silence s'installa, pesant. Oui, finis-je par répondre. Alors Dahlia prit place sur la chaise voisine, mais détourna le regard, fixant ses chaussures couvertes de poussière. Je le savais déjà, murmura-t-elle. Il y a 2 semaines, j'ai fait un test au laboratoire. C'est pour ça que vous m'avez amené ici, n'est-ce pas ? Je hochai la tête. Oui. Ce n'était pas seulement parce que je t'aimais bien, même si je t'aime énormément. La raison principale, c'est que tu es ma fille. Pour la première fois, Dahlia leva la tête et plongea ses yeux dans les miens. Ma maman disait que vous étiez un salaud qui nous avait abandonnés. Je baissai les yeux, amer. Ta maman avait raison. Les mots lui tombèrent dessus comme une gifle. Alors pourquoi maintenant vous m'aimez ? Demanda-t-elle, sèche et directe. J'inspirai longuement. Parce que maintenant je sais que tu existes, parce que j'ai commis l'erreur la plus terrible de ma vie. J'ai passé 7 ans à chercher ta maman sans savoir qu'elle était morte et que tu grandissais seule. Je la cherchais. Pendant des mois après son départ, j'ai engagé des détectives, publié des annonces dans les journaux, interrogé tous les hôpitaux, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Et si je l'avais trouvée quand tu étais bébé, j'aurais tout fait différemment. Un silence de plomb suivit mes aveux. Je ne savais pas si j'en avais trop dit ou pas assez. Enfin, je l'entendis poser la question la plus anxieuse qu'une enfant puisse poser. Est-ce que vous voulez que je vous appelle papa ? Je souris tristement. Seulement si tu le veux. Et si tu ne le veux pas, alors tu ne m'appelles pas papa. Mais quoi qu'il arrive, je serai ton père et tu seras ma fille, et rien ni personne ne nous séparera. Dahlia hocha lentement la tête. Est-ce que je peux y réfléchir ? Tu peux réfléchir aussi longtemps que tu en auras besoin. Elle se leva et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Vous ne m'allez pas abandonner, pas vrai ? Mon regard laissa transparaître ma détermination, je ne m'en irai jamais. Elle hocha doucement la tête, puis quitta la pièce, me laissant seul avec les clichés de Carmen et le poids de mes aveux. Pendant 3 jours, Dahlia ne parla pas de tout cela, pas une question sur Carmen, pas un mot sur papa, pas le moindre comportement différent. Elle continua à mettre la table, à travailler sur la moto chaque après-midi, et à dormir, la nuit, serrée contre son sac à dos. Pourtant, j'ai remarqué de petits changements. Le 4e jour, alors que nous prenions le petit déjeuner, au lieu de dire « Passez-moi le sel », elle dit « Tu me passes le sel ». Un changement si minime que je l'ai à peine perçu, mais c'était la première fois qu'elle me tutoyait au lieu de me vouvoyer. Le 5e jour, quand nous étions en train de réparer la moto, Dahlia me demanda « Comment as-tu appris à conduire une moto ?» Mon père m'a appris quand j'avais 12 ans, répondis-je, surpris qu'elle s'intéresse à mon passé. Je n'étais pas trop jeune, oui, mais à cette époque, c'était différent. Et puis,
je trouvais qu'un homme devait savoir se débrouiller seul. Elle me regarda, son regard sérieux déjà si mature, et toi, qu'en penses-tu? Je souris en observant son sérieux. Je crois que tout le monde doit savoir se débrouiller seul, pas seulement les hommes. Un sourire illumina son visage. C'était la première fois qu'elle évoquait l'idée d'un papa de manière indirecte, c'est pour ça que tu m'apprends à réparer la moto. C'est pour ça que je t'apprends à réparer la moto, répétai-je en lui rendant son sourire. Elle avait compris que c'était quelque chose qu'un père pouvait faire pour sa fille. Le 6e jour, je la trouvai dans la cuisine, occupée à préparer des quesadillas pour nous deux. Tu n'avais pas à cuisiner, lui dis-je. Elle haussa les épaules avec détermination, je voulais aider. Et puis, je sais maintenant les faire comme tu aimes. Comme je les aime? Avec beaucoup de fromage et très peu de sel, non? Elle acquiesça fièrement. Elle avait observé mes habitudes et mémorisé mes goûts. Les quesadillas étaient un peu étranges, car Dahlia avait mis trop de matière grasse, mais je les ai mangées avec enthousiasme. Elles étaient délicieuses, lui dis-je en lui souriant. La prochaine fois, mets un peu moins de matière grasse. Elle répondit, un brin taquine, d'accord, tonton Julian. Tonton Julian. Ce n'était ni papa, ni monsieur, c'était un terme intermédiaire, une façon de reconnaître notre lien sans s'engager complètement. Plus tard, alors que nous finissions la réparation de la moto, elle me posa une question inattendue, tonton Julian, j'ai une question, si tu veux bien répondre. Toi aussi, tu caches parfois de la nourriture? Pris de court, je lui répondis en riant, pourquoi tu demandes ça? Parce qu'hier, j'ai vu que tu avais mis les biscuits restants dans une boîte hermétique et que tu les avais dissimulés tout au fond du réfrigérateur. Je ris doucement en acquiesçant, c'est vrai. Des fois, je fais ça pour m'assurer d'avoir quelque chose à grignoter plus tard. Elle me fixa comme si cela avait un sens parfait, pourquoi? Parce que j'aime savoir que j'ai de la nourriture de côté, au cas où il se passerait quelque chose et que je ne pourrais pas en acheter. Un silence accompagna ma réponse, alors qu'elle semblait réfléchir. Moi aussi je fais ça, mais avec toi, je n'ai plus autant peur, avoua-t-elle, le visage concernant la vérité de ses mots. Je sentis une vive douleur dans la poitrine, cette petite fille avait connu la faim de ne rien avoir à manger, pas seulement l'absence de plats savoureux. Ici, tu ne manqueras de rien. Jamais. Tu me le promets? Je te le promets, répondis-je, la voix pleine de certitude. Plus tard, ce soir-là, tandis que Dahlia prenait sa douche, j'entendis quelque chose d'inédit, elle chantait. Une mélodie douce, presque un murmure, le premier son qu'elle produisait qui ne fut pas dicté par un besoin. Quand elle sortit de la salle de bain, ses cheveux propres brillaient sous la lumière et elle dégageait un parfum discret de shampoing à la pomme. Tu es très belle, lui dis-je, sincère et ému. Exactement comme ta maman quand elle était enfant. Elle parut surprise, vous l'avez connue petite? Non, mais j'ai des photos d'elle à ton âge. Je te les montrerai plus tard. Son sourire éclaira son visage avant qu'elle ne gagne sa chambre. Quelques instants plus tard, je l'entendis m'appeler, tonton Julian? Tu peux venir? Je montai les escaliers et la trouvai assise sur son lit, toujours serrant son sac à dos, mais moins effrayée que d'habitude. Tonton Julian, vous resterez ici pour toujours, questionna-t-elle, sa voix tremblante. Je m'agenouillai à sa hauteur, le cœur serré par l'émotion, oui. Même si je me comporte mal, même si toi tu te comportes mal, même si je brise quelque chose, même si toi tu brises quelque chose, même si je suis triste et que je ne veux pas parler, même si toi tu es triste et ne veux pas parler. Elle me fixe intensément, comme pour graver chaque trait de mon visage. Vous n'allez pas partir un jour? Je ne partirai jamais. Cette maison est la mienne et maintenant elle est aussi la tienne. Nous vivrons tous les deux ici pour toujours. Pour toujours. Dahlia hocha la tête et se blottit contre son oreiller. D'accord. Bonne nuit, tonton Julian. Bonne nuit, Dahlia. En redescendant les escaliers, je me sentais différent, une étrange mélancolie mêlée d'espoir, ni tout à fait bonheur, ni tout à fait soulagement. Ce n'était pas la fin heureuse d'un film, car Dahlia ne m'appelait pas encore papa. Elle dormait toujours serrée contre son sac à dos. Elle continuait à cacher de la nourriture, mais désormais elle ne me vouvoyait plus. Elle chantait sous la douche, et elle me demandait si j'allais rester. Pour nous deux, c'était un nouveau départ, et c'était déjà beaucoup. Un mois après cette conversation au bureau, notre routine s'était installée. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner et pour réveiller Dahlia, nous mangions ensemble,
puis je partais travailler. Je rentrais vers 16 heures, et nous nous mettions à travailler dans le patio sur la moto. La moto ne ressemblait plus à la même, nous avions changé les pneus, retouché le carburateur, et repeint le réservoir d'un bleu lumineux que Dahlia avait choisi. Le moteur démarrait enfin, même s'il exigeait encore quelques réglages. Alors que nous étions penchés sur la bécane, Dahlia me demanda « Passe-moi la clé en croix. » Laquelle, répondis-je. Celle qui ressemble à une étoile. Je lui tendis l'outil, admirant la façon dont une enfant de 7 ans en savait déjà plus en mécanique que moi à 35 ans. Où as-tu appris tout ça, lui demandai-je, étonné. En regardant, murmura-t-elle. Quand je vivais avec Donia Ramira, parfois elle m'emmenait dans l'atelier de son cousin. Je restais dans un coin, silencieuse, mais j'observais tout. Je souris, touché par sa curiosité. Tu aimais ça? Oui. J'aimais comprendre comment les choses fonctionnent, comme si elle cachait des secrets que je découvrais. Son regard pétillant me rappela la flamme de Carmen, sa mère. Tu as déjà essayé de démarrer le moteur? Pas encore. Je veux qu'il soit parfait avant. Parfait pourquoi? Elle me regarda, comme si la réponse était évidente, pour qu'on puisse rouler dessus, tous les deux. C'était la première fois qu'elle évoquait un futur où nous ferions quelque chose ensemble, comme si elle était sûre que ce futur existait. Cet après-midi-là, alors que nous achevions les derniers réglages, une pluie fine commença à tomber. Nous courûmes vers la maison, trempés, riant aux éclats. Dahlia, en riant, paraissait simplement une fillette de 7 ans. « Va te laver avant de tomber malade, lui dis-je en essuyant ses cheveux trempés. Et vous, demanda-t-elle. Je prendrai ma douche après. Tandis qu'elle se douchait, je mis le linge sale dans la machine et me mis à préparer le dîner. Quand elle descendit, les cheveux encore humides, elle portait le pyjama que je lui avais acheté la semaine précédente. C'était la première fois qu'elle l'enfilait sans que je le lui demande, un autre petit pas vers la confiance. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-elle en me regardant avec ses grands yeux brillants. « Une soupe de poulet. »« Parfait, » répondit-elle, le visage radieux. Nous dînâmes ensemble, elle en hachant les légumes, moi en dorant le poulet. Puis, sans crier gare, elle me demanda, « Tonton Julian, tu crois que ma maman serait contente que je sois ici avec toi ?» Je m'arrêtai de tourner la cuillère dans la soupe. C'était une question difficile, Carmen était morte en me haïssant, mais elle avait été une mère, et les mères voulaient ce qu'il y avait de mieux pour leurs enfants. Je finis par dire, « Je crois que ta maman voulait surtout que tu sois bien, plus que tout le reste. » Dahlia resta silencieuse, le regard fixé dans le vide, comme à la recherche d'une réponse en elle-même. Puis elle dit doucement, « Et tu crois que moi, je vais bien ?» Je la laissai réfléchir un instant pendant qu'elle terminait de découper les légumes. « Je crois que oui. Tu n'as plus faim tout le temps, tu n'as plus froid la nuit, tu n'as plus peur qu'on crie après toi. » Elle baissa les yeux, pensive. « Au début, j'avais peur que vous me criez dessus. »« Au début, oui, mais plus maintenant, » lui assurai-je. « Jamais je ne te crierai dessus, Dahlia. Même si tu fais une bêtise, même si tu me mets en colère, même si tu casses quelque chose d'important, jamais. » Elle leva la tête, les lèvres empreintes d'un petit sourire rassuré, « Tu me le promets ?»« Je te le promets, » répétai-je en posant une main rassurante sur son épaule. Après le dîner, nous regardâmes un vieux film à la télévision. À mi-film, Dahlia s'endormit sur le canapé. Doucement, je la portai jusque dans sa chambre et la déposai sans la réveiller. Pour la première fois, elle n'était pas serrée contre son sac à dos, celui-ci reposait à ses pieds, abandonné. C'était un petit progrès. Le lendemain, samedi, pas de travail pour moi, nous pouvions consacrer la matinée à la moto. Vers 11 heures, Dahlia annonça qu'elle était prête pour le premier essai. « Tu es sûr ?» lui demandai-je, l'excitation mêlée de crainte dans la voix. « Je suis sûr » répondit-elle, résolue. Je tournai la clé, le moteur toussa une fois, puis 2 fois, avant de se mettre à ronronner doucement. Dahlia cria, sautant de joie lorsque le moteur s'alluma enfin. « Ça démarre » s'exclama-t-elle avec excitation. Ils se serrèrent dans les bras sans réfléchir, couverts tous deux de taches de graisse, un grand sourire idiot aux lèvres. « Tu veux faire un tour ?» proposa Julian. « Bien sûr, mais avec un casque, » répondit-elle. Ils descendirent à la cave pour en retirer 2 que Julian avait achetés cette semaine. L'un bleu pour lui, l'autre rose pour elle. « Je n'aime pas le rose, » dit Dahlia en fronçant légèrement les sourcils. « Quelle couleur tu préfères alors ?» demanda-t-il,
prêt à céder. Bleu, comme le tien. Mais on sera assorti. Expliqua-t-elle avec un petit sourire. D'accord, j'aime être assorti à toi. Julien sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Ils échangèrent leurs casques et montèrent sur la moto. Dahlia s'accrocha à son dos, non plus par crainte, mais par pur enthousiasme. « Prête, ingénieur » demanda-t-il en riant. « Prête, oncle Julien » s'écria-t-elle. Ils sortirent du jardin et parcoururent les rues du quartier. À chaque accélération, Dahlia laissait échapper un cri de bonheur, les yeux pétillants. Lorsqu'il revint, ses joues étaient tout rouges et ses yeux brillaient d'excitation. « Ça t'a plu » demanda Julien en déverrouillant la béquille. « J'ai adoré » s'exclama Théel. « On peut recommencer demain » proposa Théil. « Quand tu veux » répondit Dahlia, le visage illuminé d'un sourire. Plus tard, alors qu'il se préparait à dormir, Dahlia prononça des mots qu'elle n'avait jamais murmurés auparavant. « Oncle Julien, merci d'avoir réparé la moto avec moi. »« Merci à toi » répliqua Théil doucement. « Sans toi, elle n'aurait jamais redémarré. On peut réparer d'autres choses ensemble ? Toutes celles que tu veux, même si ça prend longtemps. »« Même si ça prend beaucoup de temps » confirma Théil avec tendresse. Dahlia remonta à l'étage pour gagner sa chambre. À mi-chemin, elle s'arrêta et se retourna. « Oncle Julien, j'aime vraiment vivre avec toi. »« Moi aussi, j'adore vivre avec toi » répondit-il, ému. Pour la première fois depuis son arrivée, Dahlia monta l'escalier sans son sac à dos. 6 mois plus tard, la maison avait pris un air nouveau, rempli de détails qui n'existaient pas auparavant. Des dessins de Dahlia étaient accrochés sur le réfrigérateur, 2 casques bleus pendaient au mur du salon. Dans un coin de la cave, une boîte en bois contenait de petits outils rangés méticuleusement, vestiges d'une matinée où ils avaient travaillé ensemble, tandis qu'on entendait au loin quelqu'un chanter sous la douche. Julien s'était habitué à se réveiller avec l'odeur du café fraîchement préparé et des quesadillas chaudes. Dahlia tenait absolument à apprendre à cuisiner, et si au début ses plats étaient un peu approximatifs, elle savait désormais préparer le petit déjeuner mieux que lui. « Bonjour, oncle Julien » chantait-elle chaque matin en descendant dans la cuisine. « Bonjour, ingénieur » lui répondait-il, étirant un sourire plein de fierté. Elle ne l'appelait toujours pas « papa », peut-être ne le ferait-elle jamais, mais pour eux deux, oncle était devenu un mot porteur d'une tendresse unique, qui ne nécessitait aucune explication devant quiconque. L'école fut une autre grande étape. Au début, Dahlia ne voulait pas y aller. « Je sais déjà lire et écrire » insistait-elle. « Je n'ai pas besoin d'être dans une salle avec d'autres enfants. » Mais Julien insista. « Ce n'est pas seulement pour apprendre des matières, c'est pour que tu rencontres des enfants de ton âge. »« Je n'aime pas les gens de mon âge » maugréait Dahlia. « Comment peux-tu savoir si tu n'as jamais rencontré quelqu'un de ton âge » répliqua Théil avec douceur. Il avait raison. Dahlia n'avait jamais joué avec d'autres enfants et ne savait pas comment se faire des amis. Les premiers jours furent difficiles, elle rentrait silencieuse, l'air d'avoir passé toute la journée sans échanger un mot. Pourtant, peu à peu, elle commença à mentionner des noms. Sophia est très forte en maths. Carlos a une bicyclette comme la moto, mais en plus petit, expliquait-elle en souriant. La maîtresse dit que je suis très douée pour le dessin. Un jour, elle arriva avec un dessin soigneusement plié dans son cartable. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julien, intrigué. « Un dessin que j'ai fait à l'école » répondit-elle fièrement. Sur la feuille, 2 silhouettes réparaient une moto, l'une grande et l'autre plus petite. En haut, écrit de sa main hésitante, mon oncle Julien et moi. « Je peux l'accrocher au réfrigérateur, s'il te plaît » demanda-t-elle. Ce dessin devint le premier d'une longue collection. Le réfrigérateur se couvrit bientôt de cartes, de calculs, de croquis d'animaux et d'une photo prise le jour où ils finirent de remettre en état la deuxième moto, car ils l'avaient bel et bien réparée. Lorsque la moto bleue fut parfaitement fonctionnelle, Dahlia désigna dans un coin de la cave une autre bicyclette poussiéreuse au reflet rouge. « Et celle-là, on peut la réparer aussi » demanda-t-elle, les yeux pétillants. « Tu veux qu'on répare celle-là » lui demanda Julien avec un sourire complice. « Je voudrais qu'on ait chacun la nôtre » expliqua-t-elle. Ils se mirent à travailler sur la seconde moto, et bientôt, 2 engins roulants se tenaient fièrement devant le garage. Chaque samedi matin, ils partaient explorer les villages voisins. Dahlia était devenue si habile au guidon que Julien lui acheta une petite moto pour qu'elle s'entraîne dans le jardin. « Quand tu auras 10 ans, tu pourras te promener seul dans le quartier »
lui avait-il promis. Et quand j'aurai 15 ans, demanda-t-elle, l'étincelle de l'aventure dans le regard. Quand tu auras 15 ans, nous pourrons aller à la plage, répondit-il avec chaleur. Ses promesses pour le futur étaient devenues pour eux une manière silencieuse de dire « nous resterons ensemble », sans avoir à le formuler. Un après-midi, alors qu'il refaisait le moteur dans le jardin, Dahlia posa enfin la question qui lui pesait depuis des mois. « Oncle Julian, tu crois que je suis une bonne fille ?» Julian s'arrêta de vérifier le carburateur et la regarda avec attention. « Pourquoi tu demandes ça ?» répondit-il doucement. « Parce que parfois je pense que peut-être ma mère est partie parce que je n'étais pas une bonne fille, et que toi aussi tu pourrais partir si je ne suis pas bonne avec toi. » Julian essuya ses mains sur un vieux chiffon et s'assit à côté d'elle. « Dahlia, ta maman n'est pas partie à cause de toi. Ta maman est partie à cause de moi, parce que j'ai été un idiot qui n'a pas su voir ce qu'il avait sous les yeux. Mais elle m'a aimé. Elle t'aimait plus que sa propre vie. Tout ce qu'elle a fait après son départ, c'était pour te protéger. » Dahlia baissa les yeux, la gorge nouée. « Et toi, tu m'aimes ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. C'était la première fois qu'elle posait la question si directement. « Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Même si je ne t'appelle pas, ma fille, et même si tu ne m'appelles pas, papa, même si parfois tu es triste à cause de ta maman, même si je suis parfois triste pour elle aussi, je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure fille que toi. » Un sourire timide naquit sur le visage de Dahlia. Elle se remit au travail sur la moto comme si ses paroles avaient fait envoler toutes ses inquiétudes. « Oncle Julian, on finit celle-ci aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec détermination. « Quand tu veux, ingénieur, si tu tiens vraiment à la terminer aujourd'hui, » répondit-il en souriant. Ils travaillèrent jusqu'à ce que la nuit tombe. Lorsqu'ils premirent le bouton d'allumage de l'ancienne moto rouge et que le moteur ronronna parfaitement, ils s'étreignirent, couverts de graisse, épuisés mais heureux. Ce ne fut pas un conte de fées, pas de larmes de joie spectaculaires, pas de déclaration théâtrale d'amour éternel. Juste deux personnes qui avaient appris à vivre ensemble, jour après jour, en réparant des motos et en construisant une famille qui ne ressemblait à aucune autre. Pour eux, c'était plus que suffisant. C'était tout. Cette histoire de Julian et Dahlia réchauffe le cœur, n'est-ce pas? Ce récit émouvant sur les secondes chances, l'amour parental et la création d'une famille non conventionnelle nous rappelle que le véritable amour n'arrive pas toujours comme on l'attendait. Parfois, les plus belles histoires naissent des erreurs passées et du courage de tout reconstruire à partir de rien. Si cette histoire vous a ému autant que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec cette personne spéciale qui croit, elle aussi, aux secondes chances. Nous adorons savoir que nos histoires touchent des cœurs dans tout le monde hispanophone. Si vous avez apprécié ce récit sur Dahlia et son oncle Julian, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui inspirent l'âme. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles narrations célébrant la famille, le pardon et l'espoir. Et maintenant, dites-nous, de quel pays nous regardez-vous? Laissez-nous un commentaire pour nous le dire. Nous sommes ravis de voir nos histoires franchir les frontières et unir des cœurs, du Mexique à l'Argentine, de l'Espagne à la Colombie et au-delà.